Au XIXe siècle, des piles sur le modèle de celles de Volta figuraient dans tous les cabinets de physique de lycée. Rondelles de cuivre, rondelles de feutre, rondelles de zinc, ce sont maintenant des objets de collection à préserver. C'est donc avec un matériel expérimental contemporain que nous allons suivre les indications données par Volta. Dans la lettre qu'il adresse en 1800 à la Royal Society, Volta écrit « Je me fournis de quelques douzaines de petites plaques rondes ou de disques de cuivre, et d'un nombre égal de plaques de zinc. Je prépare en outre un nombre assez grand de rondelles de carton, ou de quelque autre matière spongieuse capable d'imbiber et de retenir beaucoup de lumière dont il faudra, pour le succès des expériences, qu'elles soient bien trempées. » À l'époque, le terme humeur désigne une solution. Il s'agit ici d'eau salée. Sur un socle, on empile successivement une rondelle de zinc, un feutre imbibé d'eau salée, une rondelle de cuivre, puis de nouveau une rondelle de zinc, puis du feutre, du cuivre, etc. Je continue à former plusieurs de ces étages, une colonne aussi haute qu'elle peut se soutenir sans s'écrouler. Avec une vingtaine de ces étages, elle sera déjà capable de frapper les doigts avec lesquels on vient de toucher ces deux extrémités. Très très léger picotement. Il est nécessaire que les doigts soient bien humectés d'eau, au point que la peau se trouve bien trempée. Ah oui, ça picote sérieusement. Cet appareil est capable de donner des commotions qui se répètent à chaque fois qu'on le touche. Ouh, j'ai pas mal. Non, là, bon. Un voltmètre, appareil ainsi nommé en l'honneur de Volta, indique une tension proche de 20 volts entre les deux extrémités de la pile. Si l'on remplace le voltmètre par un ampèremètre, ce qui met la pile en court-circuit, on voit que le courant délivré par la pile, d'une vingtaine de milliampères, ne présente guère de danger. Et cette intensité chute assez rapidement. Il est en revanche dangereux de réaliser un tel court-circuit avec des générateurs de résistance interne beaucoup plus faibles, tels qu'une batterie de voiture. Ni l'ampèremètre ni la batterie ne supporteraient le courant de court-circuit qui atteint alors plusieurs centaines d'ampères. Revenons à la lettre de Volta. Mon appareil est susceptible de plusieurs variations. Je vous présente ce nouvel appareil que j'appellerai à couronne de tasse. Au laboratoire, on peut construire une première tasse avec une lame de cuivre, une lame de zinc et de l'eau salée ou du vinaigre. Cette tasse délivre une tension un peu inférieure à 1 volt. On peut associer plusieurs tasses en série. Avec 4 d'entre elles, on ébauche une couronne de tasse. Volta, lui, met en série 60 à 80 gobelets. Très vite dans toute l'Europe, l'idée est reprise sous une forme plus pratique, la pile à auge. Cette pile, qui n'en est plus une même si le nom est resté, est réalisée avec des plaques verticales de grande surface plongeant dans la solution salée. Sa résistance interne est donc beaucoup plus faible. De telles piles sont parfois associées en batterie qui, autour de 1810, atteignent plusieurs centaines d'auges, comme ici à la Royal Institution de Londres ou à l'École polytechnique de Paris. Les tensions atteintes ont permis d'isoler par électrolyse de nouveaux éléments chimiques, comme les métaux sodium et potassium. Le chimiste anglais Davy montre au public londonien des effets spectaculaires, tel l'arc lumineux éblouissant qui surgit entre deux tiges de charbon. De tels arcs furent utilisés plus tard dans les premières tentatives d'éclairage électrique, comme ici, place de la Concorde. Les premières applications de la pile dépassent donc très largement celles prévues par Volta. Sa lettre de 1800 se terminait d'ailleurs sur cette prédiction.
tous les faits que j'ai rapportés vont ouvrir un champ assez vaste, intéressant particulièrement la médecine. Il y en aura pour occuper l'anatomiste, le physiologiste et même le praticien. Comme on le voit, il n'est pas toujours aisé de prévoir les applications d'une découverte scientifique.